Bien, alors donc je fais un petit travail à part pour expliquer la méthode générale pour trouver sigma, parce que c'est une question assez ardue, mais très souvent posée au baccalauréat. Alors, voilà, premièrement, la courbe de densité pour la loi normale avec une espérance mu et un écart type sigma. Voilà. Et dans ce paragraphe que je traite maintenant, on veut trouver sigma. D'accord. Alors, on fait un changement, vous voyez, un changement de repère et on passe à, vous voyez, à la même probabilité, mais centrée. Voilà la courbe de densité de probabilité. Elle a pour axe de symétrie l'axe des Y. Et on dit que cette loi, cette probabilité, c'est-à-dire l'ordonnée qui est là, eh bien, c'est une loi centrée. Ça veut dire qu'elle est rapportée dans l'axe de symétrie OY. Au lieu d'avoir le cas général, parce qu'on ne connaît pas sigma, eh bien, vous voyez, on fait un changement de variable pour se ramener à la courbe et à la loi centrée, c'est-à-dire dessinée ici, qui admet l'axe OY comme axe de symétrie. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne x1, donné. On nous donne x2. Et on nous donne la probabilité pour que la variable aléatoire soit comprise entre x1 et x2. Par exemple, dans ce problème, vous voyez, on nous a donné la probabilité pour que la variable aléatoire grand Y, c'est-à-dire le diamètre de la bille, soit compris entre 0,9 et 1,1. On nous a donné la probabilité égale à 0,98. Donc, dans le problème d'aujourd'hui, voilà x1 ou y1, parce qu'ils ont changé la lettre, voilà y2, et on nous a donné la probabilité pour que y soit compris entre y1 et y2. Mais on nous a donné mu, mais pas sigma. On cherche sigma. Alors, on détermine la loi. Là voilà la loi de densité de probabilité, mais rapportée à l'axe de symétrie OY. Donc, on détermine la loi, on l'appelle réduite et centrée. J'explique. Que veut dire le mot ici réduite? Ça veut dire que au lieu de la variable x moins mu sur sigma, c'est long. On a simplement mis x, donc la variable a été réduite, vous voyez, en importance. Et que veut dire centré? Eh bien, centré, ça veut dire que maintenant, on a pris une loi qui présente une symétrie par rapport à l'axe OY. Pourquoi? Parce qu'il y a x au carré. Alors que là, l'axe de symétrie, c'est mu. Mais voilà. Alors, on nous donne, vous voyez les deux limites, on nous donne la probabilité. Ah voilà. Vous voyez, on donne x1, x2, et on donne la probabilité, P, pour que x soit compris entre x1 et x2. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à la loi, cette loi s'appelle la loi de Gauss, quand elle est écrite comme ça, et elle est centrée. Bien.
on détermine la loi réduite et centrée sur l'origine O. Sa formule, y égale 1 sur racine de 2pi exponentielle moins 1 demi de x2 par le changement de variable, voilà, petit x égale cette variable qui est là, qui vaut x moins mu sur sigma. Ici, où est petit x? Le voilà. C'est la nouvelle variable qui doit être comprise entre x1 et x2, comme ici. Où est grand X ici? Voilà, grand X est compris entre x1 et x3. Voilà. Bien. Alors, donc ça, attention, c'est la clé de tout. Donc, le changement de variable nous amène à une variable réduite et centrée. Là, voilà, c'est petit x qui se promène entre x1 et x2. Alors, comment trouver x1? Alors, x1 correspond à grand x1 et x2 correspond à grand x2. Voilà. Alors, comment faire pour trouver x1 et x2? C'est très facile. Pour grand x, regarde, pour grand x égale d'abord mu. Si grand x est égal à mu, le centre de la loi normale, hein, la place gauche. Alors, si grand X est égal à mu, mu moins mu, ça fait 0, exponentielle 0, ça fait 1, et on a une ordonnée jusqu'ici égale à y0 égale à 1 sur sigma racine de 2pi. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Mais on en a besoin ici, si vous voulez, pour montrer qu'on a fait le décalage. Donc, pour grand X égale mu, mu moins mu, ça fait 0. Mu moins mu, ça fait 0. Donc, pour grand X égale mu, x égale 0. Ça veut dire que dans ce cas, l'axe de symétrie, c'est mu, et maintenant, c'est x égale 0, c'est-à-dire l'axe des y. Deuxièmement, on nous donne x1. Alors, on remplace ici x par x1, et on aura son équivalent petit x1. Pour grand X égale x1, alors petit x prend la valeur x1 égale à x1 moins mu sur sigma. x1 est connu, mu est connu, mais on ne connaît pas sigma. Après, pour grand X qui varie égale x2, quel est l'équivalent de ce point ici? C'est petit x2. Comment le trouver? Très facile. x2, on donne à x, à grand X, la valeur x2. Ça nous donne petit x2 égale grand x2 moins mu sur sigma. Le voilà. Bien. Donc, maintenant, nous connaissons x1 et x2. Ouais. Alors, un rappel. Quelle est la probabilité dans ce cas pour que grand X soit inférieur à mu? Quelle est la probabilité? Eh bien, la probabilité totale pour que grand X prenne tout le domaine de définition, eh bien, la probabilité totale, l'air sous toute la courbe vaut 1. Et en arrivant jusqu'à mu, eh bien, cette aire, cette surface, vaut donc 1,5. Donc, probabilité, ça vous le savez, pour que grand X soit plus petit que mu, on va le rapporter ici, c'est la même probabilité que pour avoir petit x inférieur à 0. La probabilité, dans ce cas, pour que x soit négatif, c'est 1,5, avec 1,5 de l'autre côté, bien sûr, dans tout le domaine. Voilà. Donc, probabilité, pour que grand X soit inférieur à mu, c'est
l'équivalent de la probabilité pour que x soit négatif, c'est-à-dire 1/2. Après, je reprends encore la probabilité ici pour que grand X soit compris entre x1 et x2 égale P. Elle nous est connue. On l'a donnée, comme ici 0,98. Et maintenant, on va décortiquer. On va voir ce petit P, il représente quoi? Donc, je peux même marquer, pourquoi pas, petit P, ici c'est 0,98. Alors, probabilité pour que. Maintenant, je cherche probabilité pour que grand X soit inférieur à x2. Quelle est la probabilité pour que grand X soit inférieur à x2? Eh bien, on va le faire en deux étapes. C'est d'abord, c'est une mesure de surface. Jusqu'ici, x2. Alors, je fais en deux étapes. Je m'arrête à mu. Donc, plus petit que mu, ça fait 1/2, plus la probabilité de mu à x2. Mais, on nous a donné la 0,98, c'est la probabilité de x1 à x2. Et ce morceau qui est là est symétrique de celui-là. Et moi, j'ai besoin de mu à x2. Alors, on divise ce nombre par 2. Je répète, y est compris entre x1 et x2. Mais en raison de la symétrie, la probabilité, donc la surface, se retrouve de l'autre côté par rapport à mu. Donc, cette probabilité connue entre x1 et x2, vous voyez, entre x1 et x2, on la divise par 2. Et ça nous donne la probabilité pour que la variable aléatoire soit comprise entre mu et x2. Alors, quelle est la probabilité pour que la variable aléatoire soit plus petite que x2? C'est la mesure de cette surface. On va couper en deux étapes. On va d'abord s'arrêter ici. La probabilité, c'est la surface égale à 1/2, plus la probabilité pour que grand X soit compris entre mu et x2. Facile à trouver, parce qu'on nous a donné toute la surface qui est là, entre x1 et x2. Donc ce résultat, on le divise par 2. Alors, regardez, probabilité pour que x soit plus petit que x2. C'est la probabilité pour que x soit plus petit que mu, plus la probabilité pour que x soit compris entre mu et x2. Celle-là vaut 0,5, 0,5, plus la probabilité pour que x soit compris entre mu et x2, c'est-à-dire la moitié de celle qu'on nous a donnée, plus p sur 2. Bien. Alors, pour x égale x2, nous avons calculé son équivalent, petit x2. C'est grand x2 moins mu sur sigma. Alors, écoutez bien, la probabilité pour que x, la variable aléatoire x, la voilà, soit plus petit que x2, elle est égale à la probabilité pour que la variable aléatoire petit x soit plus petite que x2. On a rapporté cette étude ici. La probabilité pour que grand X soit inférieur à grand X2, eh bien, elle est égale à la probabilité pour que son image, petit x, soit plus petite que l'image de grand X2, c'est-à-dire petit x2, qui est égal à x2 moins mu sur sigma. Donc, la probabilité, c'est grave, probabilité pour que petit x, probabilité pour que petit x soit inférieur à x2, eh bien, elle est connue, c'est comme l'autre, comme celle-là, c'est-à-dire 0,5, 0,5 plus p sur 2.
La probabilité est connue. Divisé par 2, c'est un nombre connu. Comme tout à l'heure, c'était 0,98. Donc, maintenant, ce sera 0,5 plus la moitié 0,49 et ça fait 0,99. Donc, la probabilité pour que petit x soit inférieur à x2. À quoi est égal x2? C'est x2 moins mu sur sigma. x2 moins mu sur sigma. Donc, probabilité pour que x soit plus petit que x2, elle est égale à la probabilité pour que grand x soit inférieur à x2, c'est-à-dire 0,5 plus p sur 2. Dans l'exemple d'aujourd'hui, c'est 0,99. Donc, on doit chercher sigma pour que la probabilité pour que x, petit x, soit plus petit que x2 moins mu sur sigma, soit égal à ce nombre 0,5 plus p sur 2 qui est connu. Mais grand x2 est connu, mu est connu, donc bien sûr nous cherchons sigma. Alors, pour simplifier l'écriture, ce nombre, on l'appelle comme on veut, A, B, C, D. On dispose de tout l'alphabet pour lui donner un nom. Alors, appelons-le petit a. Donc, il revient à calculer la probabilité pour que x soit plus petit que petit a, sachant que cette probabilité est égale. Alors, reprenons. Si on connaît la valeur moyenne mu et l'écartif sigma, alors la calculatrice nous donne la probabilité pour que la variable x soit inférieure à un certain nombre. Je reprends. Si on connaît la valeur moyenne et l'écartif, on les rentre dans la calculatrice et on rentre également la frontière A et la calculatrice nous donne la probabilité. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On nous donne, voilà, la probabilité est connue et c'est A qui est inconnu. Pourquoi? A est inconnu parce qu'il y a sigma. C'est sigma qui est inconnu. Grand x2 est connu. La valeur mu, l'espérance ou valeur moyenne est connue, c'est sigma qu'on cherche. Bien, et comme il est un petit peu embrouillé, on va appeler A tout ce nombre. Donc, il nous revient de calculer petit a, sachant que la probabilité pour que la variable aléatoire centrée soit plus petite que A, soit égale à 0,5 plus p sur 2. C'est le travail inverse. Donc, on fait appel à l'opération inverse. C'est-à-dire que on nous donne la probabilité, et il faut trouver la frontière A. Eh bien, c'est la calculatrice qui le fait. Voilà. Donc, finalement, on fait apparaître sur la calculatrice l'inverse de la loi normale. Moi, bon, c'est pas grave, j'ai bien sûr les deux machines, mais j'ai fait le travail sur la Texas Instruments. On entre la probabilité qu'on nous a donnée, la voilà. Mu est égal, vous voyez, à la valeur donnée. Et sigma centré est égal à 0. Pardon, c'est l'abscisse de mu qui est égal à 0. Donc, dans la loi centrée, mu égale 0 et sigma égale 1. Sigma centré, c'est 1. Et mu est égal à 0. Donc, il vous suffit de mettre la probabilité qui est connue. C'est 0,5 plus p sur 2. Une fois que vous avez entré ces paramètres
dans la machine à calculer, elle vous donne le nombre A. Donc, la calculatrice fait l'opération inverse en faisant apparaître inverse normale sur l'une des deux calculatrices et la calculatrice nous donne A. On cherche sigma. Oh ben voilà, le sigma, ça fait x2 moins mu divisé par 1. Alors, c'est ce qui a été fait, bien sûr, dans l'exemple numérique d'aujourd'hui. Je vais remettre la calculatrice à sa place.